Ok les gars, alors je le fais un peu en retard, j'essaierai de le faire plus tôt la semaine prochaine, je suis désolé. C'est le petit melting pot parce que évidemment dans chaque podcast je peux pas parler de toutes les équipes. Donc j'essaye de sortir les stories un peu du moment ou par rapport au week-end dernier. Mais du coup il est nécessaire de se faire un petit melting pot où on passe un petit peu toute l'actu, en tout cas tous les matchs en revue, histoire de ne pas laisser de fanbase sur le côté, pardon. Donc les fans des Jaguars, on vous oublie pas les gars, on est avec vous, let's go. Les fans des Jets, on continue le tanking, donc tout va bien pour vous. Zéro victoire, tout se passe comme prévu, c'est super. Et non, donc faut parler un peu de tout le monde. Je balancerai un autre podcast demain. Donc là, on est jeudi soir. Je tiens à préciser que à l'heure où j'enregistre ce podcast, je ne suis pas au courant du score entre Houston et Détroit pour les matchs de Thanksgiving, ni du score entre Washington et Dallas. Donc à prendre en compte quand vous écoutez cette vidéo. Donc on passe en revue le petit melting pot. Alors, week-end dernier, donc un petit Jacksonville Jaguars contre Pittsburgh Steelers, évidemment, qui finit par la victoire des Steelers. Ce que j'ai retenu côté Jacksonville, c'est les mecs tentent un onside kick dans le premier quart-temps. Pardon. C'est-à-dire que voilà, pour Jacksonville, on en est là. Donc onside kick, premier quart-temps. Pourquoi pas? C'est terrible parce qu'elle se bat, cette équipe des Jaguars. Ils se battent. Ils devraient clairement être. Ils devraient finir à 0 victoire et 16 défaites. Malheureusement pour eux, entre guillemets, ils sont allés choper une petite victoire d'entrée de jeu. Et ce qui les met derrière les Jets dans la course à qui va choper Trevor Lawrence l'année prochaine à la draft. Mais ils se battent, ils se battent. On sent qu'ils ont envie de sauver leur coach. Doug Marrone, que moi je considère comme un bon head coach, mais malheureusement je pense que les carottes sont un peu cuites pour l'ami Dougie. Et je pense qu'on va repartir à zéro, comme c'est souvent le cas malheureusement pour Jacksonville l'année prochaine. Belle victoire de Pittsburgh, bon, qui était complètement attendue. On tiendra évidemment Claypool, 10 touchdowns en 10 matchs. Le receveur que personne n'attendait. On est au-delà de Justin Jefferson chez les Vikings. Là, vraiment, personne n'attendait de Chase Claypool. Minka Fitzpatrick, encore une interception magnifique. Moons y est aussi allé de sa petite interception. Les Steelers, 10 victoires, 0 défaite. J'en parlais dans le podcast sur les poids lourds. Va peut-être falloir commencer à se poser des questions, les gars. 10 victoires, 0 défaite, quelle que soit l'adversité, quel que soit le scénar, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, Pittsburgh est pas impressionnant. Pas impressionnant, 10 victoires, 0 défaite, on prend. Un petit Carolina Panthers contre les Lions de Détroit. Oh, la vache. Que dire, quoi. Si t'es fan de Détroit, j'ai fait un podcast sur Matthew Stafford. Euh, voilà, une défaite typique Lions, en fait. C'est-à-dire, après une victoire qui met tout le monde en folie la semaine dernière sur un game-winning drive vachement bien géré par Stafford contre Washington, là tu perds contre Carolina qui joue avec son backup au poste de quarterback. C'est Détroit. C'est. Voilà, c'est. Que dire? On le savait que Détroit n'était pas une équipe qui méritait d'être à 500, donc avec autant de victoires que de défaites, mais là c'est. Cette défaite, pour moi, résume non seulement ce qu'est Détroit en tant que franchise, mais aussi toute l'ère de Détroit sous Matt Patricia, où voilà, ça prend pas et t'affrontes un backup, putain. Alors que le mec, il vient de l'école Belichick, et on sait à quel point Belichick, tu lui mets un backup en face de lui ou un rookie, mais il se frotte les mains, il sait déjà que c'est une victoire. Mais côté Carolina, ce petit PJ Walker qui était quand même en XFL l'année dernière, donc cette espèce de ligue un peu éphémère qui a vu le jour, pas dégueu.
Franchement, il lance une belle balle là, on the move, franchement. Très beau lancer, beaucoup d'arc, hein, notamment sur le deuxième touchdown des Panthers. Je l'ai trouvé plutôt impressionnant. Alors, il y a une très mauvaise interception dans la end zone. Au niveau du decision making, c'était pas trop ça. On parle quand même d'un mec qui faisait son premier start, hein, en NFL, mais deux interceptions dans la red zone, c'est quand même un peu trop. Belle victoire. Belle victoire des Panthers. Je veux dire, on a dit cette semaine que les Saints ont gagné avec leur backup et que ça voulait dire quelque chose quand même. Bah, les Panthers se tapent les Lions. Alors, c'est les Lions, certes, mais quand même, avec PJ Walker au poste de quarterback. Je ne cesse de le répéter, cette équipe des Panthers, une des meilleures équipes au bilan déficitaire dans cette ligue. Attention à l'année prochaine, c'est clairement une équipe sur qui j'ai mon viseur pointé. Matt Rhule qui est vraiment, vraiment en train de construire de quelque chose de très sérieux. Franchement, très bon pick-up, coach universitaire, le nouveau propriétaire des Panthers qui a voulu relancer quelque chose. Et franchement, pour l'instant, la mayonnaise prend très bien. Houston qui tape New England. Alors New England, on a eu une magnifique deep ball de Cam Newton. Le mec nous avait pas fait ça depuis au moins un an. Franchement, quasiment le lancer de la journée. Malgré tout, je pense que là, pour les playoffs, pour les Patriots, c'est terminé avec cette défaite. Cam Newton, 4 fois JJ Watt lui batte la balle. Donc quand un défenseur batte la balle, c'est qu'en gros il dévie la balle lors du lancer du quarterback, une fois que la balle est partie. Ça le fait pas. Je pense que Belichick est suffisamment malin pour pas casser la confiance de son quarterback et pour rien annoncer. De toute façon, on connaît Belichick, il dira rien à la presse tant qu'on sera pas à l'intersaison. Et même pendant l'intersaison, de toute façon, il dira rien. Je pense que clairement, les Patriots ont les yeux tournés non seulement vers la draft, mais ce sera compliqué parce que c'est les Patriots, donc ça se bat, c'est bien coaché. Il y a quand même du talent un petit peu dans l'équipe, même s'il y a eu beaucoup d'opt-out à cause du Covid. Je crois beaucoup au scénario d'un trade avec les Jets pour Sam Darnold et ce serait très très Patriots d'aller chercher le quarterback des Jets et d'en faire un quarterback gagnant qui les emmène en playoff. Je crois beaucoup à ce scénar-là. Sinon, il faudra se tourner vers d'autres options dans la free agency ou d'autres trades. Clairement, je pense que Cam Newton n'est pas la réponse. Malheureusement, on a espéré un retour de Cam, ça aurait été génial que Cam Newton renfile son costume de Superman, mais cette fois-ci avec le maillot des Patriots. Malheureusement, ça prend pas. Quant à Houston, Deshaun Watson, incroyable. Allez voir les highlights du match, il y a un touchdown run magnifique, masterclass de Deshaun Watson, notamment en première mi-temps, qui a vraiment montré toute l'étendue de son talent, qui s'est régalé. Exceptionnel match de Deshaun Watson, qui finalement ne fait que confirmer que Houston, attention, on parlait de Détroit, qui est en train de gâcher depuis plusieurs années le prime de Matthew Stafford. Houston, faites pas les cons, hein. Je sais que Bill O'Brien vous a mis un peu dans la merde, il n'y a pas de draft pick au premier round dans la prochaine draft, mais franchement, foutez pas en l'air la carrière de Deshaun. C'est trop un gros talent pour que ce mec-là, on le voit pas en playoff. On veut du Deshaun Watson en playoff, vraiment. Les Ravens contre les Titans, je voulais quand même m'attarder là-dessus. Les Titans, franchement, je les avais mis dans mon podcast sur les équipes statement. Ils avaient un peu déçu derrière en perdant contre les Colts. Attention aux Titans de Tennessee, c'est bien coaché. Mike Vrabel qui confirme que c'est vraiment un bon coach. Il manque Taylor Lewan, hein, le left tackle qui est blessé, il leur manque beaucoup. Il manque aussi Adoree Jackson du côté de la défense, qui manque énormément parce que c'est le corner qui généralement prend en charge le receveur le plus rapide dans l'équipe d'en face. Donc il manque beaucoup, il est sur le retour, mais franchement les Titans qui ont appliqué leur formule quoi, leur formula, on connaît Tannehill du play action où ça feinte le end-off pour le running back, ça finit en passe. Derrick Henry dans le quatrième quart. Oh là 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 là, le mec est monstrueux. Allez checker les stats de King Henry dans le quatrième quart. Je crois que le gars sur l'année, il a genre 300 yards d'avance sur le prochain running back dans le quatrième quart. C'est un grand délire. Ça finit par un touchdown en overtime, évidemment signé Derrick Henry. Mais franchement, les Titans, ils se sont pas affolés.
Ils se sont vraiment pas affolés. Ils ont appliqué leur formule. Run, run, run. Play action. Passe pour AJ Brown. Monstrueux yards after catch. Quel bulldozer AJ Brown. Est-ce que c'était pas lui le rookie de l'année dernière, le joueur offensif rookie de l'année dernière? On sait pas. En tout cas, gros statement des Titans. Plusieurs choses. Ils seront là en playoff. Franchement, il y a un énorme Titan contre Colts ce week-end. Peut-être, j'allais dire le plus gros match de la semaine, mais il y a quand même un petit Tampa Bay Kansas City, pas dégueu. Mais un des énormes matchs de la semaine, Titan contre Colts pour la division AFC South, on va se régaler. Le score ne leur rend pas justice, ils ont vraiment dominé les Ravens. Leur formule marche encore et ils tapent les Ravens, quoi, mine de rien. C'est les Ravens de cette année, ils sont un peu en difficulté, mais mine de rien, faut aller les chercher. Franchement, Tannehill stoppé 3 fois sur 5 dans la red zone, alors que normalement il est super efficace. On parle quand même de Tannehill avant ce match, 53 touchdowns en 65 trips dans la red zone. Hein. Excusez-moi, hein, c'est-à-dire que Tennessee, ils arrivent dans les 20 derniers yards, c'est 90% de touchdown. Faut quand même se rendre compte de ça. Donc attention à Tennessee, phrase à la con, mais personne ne voudra les jouer en playoff. Baltimore Ravens, ça fait plaisir le retour de Dez Bryant. Lamar, 1 victoire, 5 défaites et maintenant 6, 1 victoire, 6 défaites quand il est mené après le premier quart-temps. Par contre, 19 victoires, une défaite quand il a la lead après le premier quart-temps. On le sait, c'est une équipe qui aime pas être menée. Lamar, c'est 0 victoire, 6 défaites quand il est mené de plus de 10 points. Franchement, bonne nouvelle, c'était le pass rush des Ravens qui était là avec Ngakwe. Lamar, attention, il y a encore une deep ball là qui finit en interception. Vraiment, parfois la passe, c'est pas ouf du tout. J'ai vraiment du mal avec la gestuelle. La défense a répondu présente. J'enterre pas les Ravens. Franchement, il y a trop de talent dans ce roster pour que cette équipe s'arrête là. Et je les vois encore finir en playoff. Par contre, les mecs, va falloir trouver une solution. Parce que défoncer des mecs, prendre la lead très tôt et gérer le score, bah ça ils savent faire. Mais revenir de derrière, enfin, c'est quand même incroyable de tout simplement ne pas savoir gagner en partant de derrière, quoi. Le comeback est impossible. C'est quand même un truc de malade d'être fan des Ravens aujourd'hui et de se dire putain, merde, on est mené à la fin du premier quart-temps. C'est quoi les stats? Ah, 90% de défaite. Ah, fait chier. Merde, on est mené de 10 points. C'est quoi les stats? Ah, 0% de victoire. Ah, putain, fait chier. Non, franchement, je- tout n'est pas sur la marge. Je l'ai déjà dit dans des podcasts précédents. Tout n'est pas sur la mare, on le sait, c'est une équipe qui a un peu mangé en termes de blessures. C'est une attaque qui n'est pas forcément si flamboyante qu'elle ne le laissait paraître l'année dernière. Et c'est aussi à mettre au crédit de Lamar, hein, qui fait une année exceptionnelle l'année dernière. Mais son crew de receveurs, Willie Snead, Marquise Brown, c'est pas non plus du 5 étoiles, loin de là. Il y a toujours Mark Andrews qui est vraiment la grosse connexion, le mec à qui Lamar fait confiance. Et puis bon, c'est un tight end et vous savez ce que je pense des quarterbacks qui vont souvent chercher leur tight end. Hein, la bise à Carson Wentz, c'est souvent signe que tu as des problèmes de précision. Et que du coup, tu t'appuies sur un mec qui forcément peut te ramener des balles qui sont pas forcément très précises, mais peut quand même les catcher. Attention, attention Baltimore, faut pas s'endormir, ils vont jouer les Steelers, ils jouent très très gros sur ce match, et croyez-moi que les Steelers, s'ils peuvent se faire un malin plaisir de passer à 11 victoires, 0 défaites, et en plus de ça, quasi ou presque éliminer Baltimore de la course au playoff, ils vont pas se gêner. Cleveland, on en a parlé, Cleveland c'est moche mais ça gagne, franchement, bonne nouvelle, bonne nouvelle. À quel moment on s'est mis à râler que Cleveland gagne des matchs de façon salace, quoi. C'est aussi ça ce qu'il faut se mettre en tête. Franchement, je trouve ça génial. Je suis fan de Cleveland. Tu me dis, on a gagné combien? 22-17. Mais vas-y, je prends. Je prends. Euh, Grosse défense. Attention, cette défense, elle repose pas uniquement sur Myles Garrett. Ils nous l'ont montré cette semaine. Gros running game. On va pas refaire le podcast sur Cleveland, mais franchement, ça fait super plaisir. Ils filent en playoff.
ils filent en playoff, on y croit, ça y est, franchement, moi je me suis un peu mouillé. Cleveland, ça va aller en playoff. Les Cleveland Browns vont jouer un match de playoff. Baker Mayfield va starter un match de playoff. Je vous laisse même pas imaginer les ratings, que ce soit aux États-Unis et surtout dans l'Ohio. Et putain, on va le regarder ce match, mais comme jaja. Franchement, les Browns, vous êtes trop bien partis. Ne chiez pas votre deuxième partie de saison. Les Eagles de l'autre côté. Waouh, Carson Wentz. Carson Wentz. Oh putain. Je. J'aime pas. J'aime pas la critique et cette espèce de négativisme. C'est un mot qui existe, vu qu'on dit positivisme, j'en sais rien. Mais de vibe un peu négative qu'il y a beaucoup en France dans les médias sportifs. Donc j'ai pas trop envie de taper sur l'ambulance. Mais putain, Carson Wentz, la vache. Le pick six qui lance le mec, trop indécis, il voit pas le pass rush arriver. Oh, mec, t'es en cinquième année là maintenant, là, bouge-toi un peu. Bouge-toi, il se fait sac tout le temps. Tout le temps le mec, il joue pas derrière une ligne offensive horrible à la base. Bon là il y a quelques blessés, mais ça va, mais il s'accroche à la balle, boum, ça finit encore en safety. Mais mec, encore une interception. Alors il est allé gratter un touchdown dans le garbage time. Franchement, les fans des Eagles qui sont en mode mais les gars, venez, on le bench. Je comprends. Malheureusement, on a quand même le management qui vient de lui lui filer 90 bars il y a un an. Donc ça va être un peu compliqué. Mais voilà quoi, les Eagles, 18 turnovers sur la saison. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas gagner. Enfin, le pire, c'est que je dis tu peux pas gagner, mais ils peuvent encore gagner parce qu'ils sont dans la NFC East et que du coup tout est possible. Maintenant, je l'ai dit, je le maintiens. Carson Wentz face à Alex Smith, c'est Alex Smith pour moi le meilleur quarterback. Carson Wentz face à Andy Dalton, franchement, il y a match. Je vous le dis, franchement, il y a match. Qui réalise une saison plus dégueulasse que Carson Wentz en NFL cette année? Tout poste confondu, compliqué de trouver. Les Saints qui ont donc tapé les Falcons, on passe très vite parce qu'on en a quand même parlé dans pas mal de podcasts. Franchement, gros statement. Tu gagnes avec ton backup, c'est super bien coaché. La défense des Saints, qui franchement a étouffé complètement Atlanta. Attention les Saints, hein. Ça a vraiment la gueule d'un contender, ça a vraiment la gueule d'une équipe qui peut-être va au Super Bowl, mais en tout cas va aller loin en playoff. Faut se méfier des Rams, faut se méfier des Seahawks. On sait jamais ce que peuvent donner les Bucks avec Tom Brady. Franchement, les Saints, ils cochent toutes les cases. Head coach, quarterback, attaque, défense, special teams, expérience. C'est un gros morceau, c'est un très gros morceau. De l'autre côté, les Falcons, bon, bah on dit adieu à cette saison. Je pense que pour Ray Morris, ce sera compliqué de conserver son poste, même s'il fait un bon job en tant qu'intérimaire. Je le redis, il y a du talent de chaque côté du terrain dans cette équipe des Falcons. Faut leur trouver un coach, faut réinstaller une culture. J'étais pas fan du limogeage de Thomas Dimitrov, le GM. Pour moi, il avait vraiment fait du bon taf, dans le sens où son job, c'est d'amener du talent dans l'équipe, et on peut pas dire que cette équipe des Falcons ne soit pas talentueuse, quoi. Franchement, des deux côtés, il y a du monde. Faut trouver des coachs. Faut trouver des coachs, un bon coach offensif, un bon coach défensif. Faut coacher tout ça. Washington qui va gratter sa petite victoire contre les Bengals. Alors évidemment, les Bengals, le match s'est globalement arrêté quand Joe Burrow s'est fait cette terrible blessure au genou. Washington est allé chercher la victoire. Pas un match folie pour Alex Smith, mais sa première victoire en quasiment 2 ans, donc incroyable. Petite anecdote, la dernière fois, Washington portait des maillots rétro, et la dernière fois qu'il portait ces maillots-là, bah, c'est le jour où Alex Smith s'est pété la jambe en plein match, et cette fameuse jambe qui a failli se faire amputer par la suite parce qu'il y a eu des dégradations à la suite d'opérations chirurgicales. Franchement, c'est la feel-good story de cette année. Washington est pas si loin de choper sa division. Et je le redis, Alex Smith, à son meilleur niveau, avec ce pass rush, excusez du peu, Montez Sweat, Chase Young. La saison de Chase Young qui est en train de nous claquer, le rookie numéro 2 de la draft, qui aurait sans doute été numéro 1 si les Bengals n'avaient pas besoin d'un quarterback.
quel talent, quel monstre. Là, franchement, entre Miles Garrett et Chase Young, je pense que en termes de pass rush avec TJ Watt aussi, on est armé pour les années à venir. Et concernant Washington, il y a un super front seven. Le tout est un peu capitainé, entre guillemets, par Ryan Kerrigan. Il y a du talent, du Jonathan Allen, du Montez Sweat, du Chase Young, que des mecs qui ont été pris dans le first round de la draft. Franchement, cette équipe de Washington, plus la météo va se dégrader, attention, hein, avec une défense comme ça, ils sont très bons aussi contre la passe. Même si je pense que leur secondary, il y a du talent, hein, Kendall Fuller, on l'a déjà dit, mais bénéficie vraiment de ce front seven qui ferait pas lire n'importe quelle équipe. Attention, si ça se met un peu en place, si Alex Smith il commence à trouver un peu ses targets, là mauvais match de Terry McLaurin mais il chope quand même une victoire. Attention, NFC East, on le répète, 6 victoires, ça va passer cette affaire. Les Chargers, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je ferai un podcast dès demain sur Justin Herbert. Hein. Je l'ai un peu teasé toute la semaine. Putain, waouh. Non mais, Justin Herbert, leader des lancers à plus de 50 yards dans la ligue. Allô, le mec est rookie. Il a un talent fou. Sa statline est encore incroyable. Bon, alors certes, il jouait les Jets, donc gratter 3 touchdowns contre les Jets, c'est normal, mais mon Dieu, franchement, sur le troisième touchdown, allez regarder les highlights, il fait un move. Oh là là, il se déplace sur la gauche. Quel lancer on the run vers la gauche. Quel talent, ce mec. Je pense qu'on se rend pas compte du talent que c'est parce qu'il n'y a pas les victoires qui suivent. Et c'est vraiment dommage, je trouve. Vraiment, même de la part des médias US, je trouve ça super dommage de pas s'exciter sur Justin Herbert. Je veux dire, je suis fou ou quoi? Moi, je vois un futur MVP. Genre, j'ai pas peur de le dire. Genre, quand Trubisky a débarqué en NFL chez les Bears, direct, j'ai dit, ok, c'est un bust. Ce sera un bust. Il me montre rien et pire, il me montre que des trucs qui tendent vers le bust. Franchement, Justin Herbert, il débarque en NFL. J'ai pas pour habitude de m'exciter comme ça sur les rookies. Wow, wow, le talent. Les Chargers, j'ai envie de te dire, peu importe le reste de la saison, ils sont saucés. Peut-être pas Anthony Lynn. Faut quand même rappeler que les 7 défaites des Chargers cette année, c'est pour 32 points au total. Hein. 32 points étalés sur 7 défaites, donc ça gagne pas les matchs serrés. Attention au coaching, il y aura peut-être des changements. Juste dernière petite info sur Justin Herbert, 7 matchs de suite avec minimum 2 touchdowns dans le match. Hein. Juste pour info. C'est incroyable ce qu'il est en train de nous faire. Il va péter le record d'Andrew Luck du nombre de touchdowns en tant que rookie sur une saison. C'est extraordinaire. Super talent, voilà. Je suis surexcité par ce gars, Justin Herbert, qui s'est coupé les veuches, hein, vous le savez, et visiblement, c'était pas la coupe de cheveux qui merdait. Les Jets, bon, bah, un pas de plus vers Trevor Lawrence, qu'est-ce que vous voulez dire sur la saison des Jets? Franchement, je sais pas, ils font des expériences dans les compos, Adam Gase, le mec est complètement perdu. Il y a des blessures, c'est la merde. Mais en soi, ils sont contents, c'est cool. Ils vont faire une saison 1-0 victoire, ils vont aller gratter Trevor Lawrence à la draft et espérer que ça relance cette franchise. Ce qui est terrible, franchement, c'est que s'il y a bien une franchise qui est capable de gâcher un talent comme Trevor Lawrence, bah c'est les Jets. Donc, rien à dire sur leur saison, franchement, c'est désolant. Les Broncos de Denver qui sont allés taper les Dolphins. Attention, premier mauvais match de Tua pour les Dolphins, Tua Tagovailoa, qui commence magnifique premier touchdown. Franchement, allez voir le lancer là en back shoulder comme ça, magnifique. Dans les points positifs, la très bonne saison d'Emmanuel Ogba, évidemment la très bonne saison de Van Ginkel, vraie révélation ce mec dans la défense des Dolphins. Il est incroyable, il est partout. Premier mauvais match de toi, il s'est fait bencher. Le coach a dit qu'il l'avait benché pour sa performance. Donc, ce qui est quand même assez fort comme message. Faut dire que Fitzpatrick est rentré sur le terrain. Tout de suite, l'attaque s'est mise à mieux marcher. On avait un peu des petits doutes sur toi. Moi, je le trouve extrêmement précis. Je le trouve pas dégueu. Instinctivement dans le decision making, évidemment, il manque d'expérience. Je pense toujours qu'en le développant, il va pouvoir progresser, il va pouvoir s'installer comme un vrai franchise. Vraiment. Voilà, c'est un mauvais match. Maintenant, c'est un rookie. Je parlais de Justin Herbert à l'instant. C'est aussi pour ça que je suis surexcité par Justin Herbert. Parce que putain, Justin Herbert, il y a quoi? Il y a un mauvais match.
Sinon, que des prestations 5 étoiles. Parlons un peu de Denver. Drew Lock, le premier drive, première interception, ouh là là, pas beau. La défense de Vic Fangio, hein, franchement. Hein. Ils étaient à 4 sacs en 3 quarts temps, 5 fois 3 and out pour l'attaque des Dolphins. Franchement, évidemment qu'il y a du potentiel à Denver. C'était un peu moi ma darling de la pré-saison. Je les voyais vraiment faire quelque chose. Pourquoi pas s'immiscer dans une wildcard. Il se trouve que Drew Lock confirme pas. Franchement, ce que fait Vic Fangio en défense et comment il arrive à tenir ce club, comment il arrive à tenir cette franchise, trouver vite un quarterback à Denver et ça peut très vite changer, ça peut très vite bien finir, choper des victoires et partir en playoff. Je suis assez confiant pour l'avenir des Broncos, pas à cause de leur quarterback, plus à cause de leur coach, ou grâce à leur coach. Les Vikings, waouh, les Vikings. Donc ils perdent contre Dallas. Je sais pas. Max Zimmer, alors toute la NFL trouve que c'est un super bon coach. Aaron Rodgers trouve que c'est un super bon coach. Tu m'étonnes, il le joue 2 fois par an. Et ça se passe plutôt pas mal. Non, en plus, les Vikings ont posé pas mal de problèmes à Rodgers ces dernières années, donc je suis mauvaise langue. Mais je sais pas, tes coachs défensifs, la défense des Vikings cette année, dans le backfield, je trouve il a pas été aidé par les moves à l'intersaison. Je sais pas si c'est vraiment lui ou le GM, parce qu'on sait qu'il a beaucoup de pouvoir. Mike Zimmer qui a géré tout ça, c'est trop jeune derrière. C'est trop inexpérimenté. Alors bien sûr, t'as Eric Kendricks, un des meilleurs linebackers de la ligue, qui te lâche une super interception. Les stats de Dalvin Cook sur la saison, c'est juste un pétage de câble. Gary Kubiak est parfaitement en train d'utiliser le run game, comme il avait su le faire d'ailleurs à Denver. T'as toujours Adam Thielen dans la end zone. Franchement, du côté de l'attaque, avec l'éclosion de Justin Jefferson, qui permet du coup à Adam Thielen d'avoir des 1 contre 1, mais c'est un bonheur. Kirk Cousins, il s'éclate dans cette attaque. Surtout que Jefferson, magnifique route runner. Franchement, qu'est-ce qu'il est fort. C'est beau à avoir joué. Hein. C'est beau, hein. Il a pas que la vitesse. Hein. C'est vraiment un route runner aguerri déjà pour son âge. Grosse stat line encore de Cousins. Kirk Cousins, 9,6 yards par tentative de passe. Franchement, il la pousse bien loin, il fait le taf. Il n'est pas aidé par sa défense pour le coup. Je mets pas la mauvaise saison des Vikings sur son dos. Max Zimmer, 1 an de plus et ensuite on voit. Franchement, hein, je trouve les médias très gentils avec ce coach. Les Cowboys, attention, il y a du talent à Dallas. CD Lamb, vous avez vu le catch dans la end zone pour le touchdown, magnifique, franchement. On savait qu'il était talentueux ce garçon, mais il nous étonne vraiment. Pour moi, c'est un des meilleurs receveurs de cette fameuse draft qui était gavée de receveurs. C'était un des picks les plus safe. C'est pour ça que j'étais pas fan des Raiders qui sont allés chercher Henry Ruggs, un peu dans l'idée de matcher avec Tyreek Hill simplement parce qu'il est rapide. CeeDee Lamb, Jerry Jeudy, Justin Jefferson, des meilleurs route runners, des mecs plus aguerris au poste de receveur, pas simplement des sprinters. Attention aux Cowboys, l'attaque est gavée de talent. Franchement, ils ont bougé Zach Martin au poste de right tackle, alors qu'à la base il jouait guard, hein, évidemment, All Pro d'année en année au poste de guard. Zach Martin, hein, ça va finir au Hall of Fame cette affaire. Ils l'ont bougé à droite au poste de right tackle, ça a vachement bien aidé l'équipe, ça a vachement bien aidé le run game. Attention à Tony Pollard, dont on parle pas assez, le 2e running back de Dallas, parce qu'on parle beaucoup d'Ezekiel Elliott, mais il y a Tony Pollard qui fait vraiment un gros taf. Et je le répète, Andy Dalton, à son niveau de l'époque Bengals, où ça allait en playoff chaque année, est-ce que c'est vraiment moins bon que Carson Wentz? Franchement, avec une attaque comme ça, la défense des Cowboys sur la dernière semaine, elle s'est réveillée, comme quoi, je le répète à chaque podcast, une défense, ça se coach. Ça se coach. Donc la défense des Cowboys qui était horrifique, qui était sur des statistiques all-time, mais dans le mauvais sens du terme, est en train de devenir une défense average. Attention, on s'excite pas, hein. Ils sont pas en train de devenir une bonne défense, mais simplement une défense average. Tu mets une défense average avec cette attaque-là, dans cette horreur de division qu'est la NFC East, ça peut le faire. Encore une fois, 6 victoires, les gars, a priori, ça part en playoff. Donc attention aux Cowboys. Les Colts qui sont allés taper les Packers. Les Colts qui sont allés taper les Packers avant d'aborder les 2 matchs de prime time. Magnifique victoire des Colts. Est-ce qu'elle est vraiment surprenante? Je crois pas. On en avait parlé hein, la semaine dernière. Green Bay,
contre les équipes qui ont une grosse ligne offensive, qui jouent du power run, qui jouent physique dans les tranchées, ils galèrent. Ils galèrent. Ils se sont fait dégommer par les Niners l'année dernière. Le problème était criant. Ils l'ont pas géré à l'intersaison. C'est toujours la même rengaine. Si tu as une bonne ligne offensive, si tu as des bons running backs et que tu arrives à bien protéger ton quarterback, tu peux faire très mal à Green Bay. C'est ce qui s'est passé avec les Colts, qui ont une des meilleures, si ce n'est la meilleure ligne offensive de la ligue. Et cette défense à laquelle j'ai mis, je l'avoue, beaucoup de temps à croire, parce que pour moi, il y avait un peu des soucis derrière, mais Xavier Rhodes, quelle renaissance de carrière, Rock Ya-Sin qui s'impose comme un des meilleurs corners de la ligue, franchement, il y a du monde, Darius Leonard, quel joueur, le linebacker, hein, il a dit qu'il voulait prouver à Rodgers que c'était le meilleur linebacker de la ligue, il est clairement dans la conversation, franchement... Il y a Frank Reich au play calling, il y a Philip Rivers au poste de quarterback bien protégé. L'école, ça ressemble à un très bon B+, quoi. C'est le 14 sur 20, c'est la mention bien. C'est pas très bien, mais franchement, mention bien. Et ça peut taper beaucoup, beaucoup d'équipes avec cette formule. Grosse ligne offensive, grosse protection de Philip Rivers. Émergence de Michael Pittman qui fait vraiment du bien sur les dernières semaines, le receveur drafté dans le deuxième round cette année, notamment parce que T.Y. Hilton n'a plus vraiment le niveau qui était le sien au milieu des années 2010. Attention toutefois les Colts. Et puis les Packers, on l'a dit, Rodgers qui a encore lâché des lancers, mais incroyable, franchement incroyable. Il y a un lancer pour Valdez-Scantling sur third down avec 10 yards dans l'ultime draft du quatrième quart-temps, magnifique. Il peut pas faire tout seul. On attend plus de cette défense. Ce que j'ai bien aimé, c'est la réaction des joueurs suite au fumble de Valdez-Scantling qui leur coûte quand même le match. Ils ont tous fait front derrière leur receveur et ça, c'est signe d'une équipe qui est unie, en tout cas dans le vestiaire. Les Raiders qui ont embêté les Chiefs, on en a parlé. Franchement, ultra impressionnant les Raiders. Pas en défense, mais en même temps, ils n'ont pas pu s'entraîner la semaine à cause du Covid. Mais en attaque, Derek Carr, excusez-moi, pour moi, c'est de loin son meilleur match en carrière. Même s'il se finit par une défaite, Derek Carr, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à croire à Derek Carr parce que pour moi, c'était le même syndrome que Carson Wentz, dans le sens où en 2016, il est dans la conversation MVP, mais moi je trouvais que tout simplement le mec avait une des meilleures, si ce n'est la meilleure ligne offensive de la ligue, et on le sait. Comme Carson Wentz quand il fait son run d'MVP avec les Eagles, quand t'es très bien protégé par ta ligne offensive, bah d'un coup, putain, tu deviens un meilleur quarterback, magique. Donc franchement, là je l'ai trouvé incroyable, notamment sous pression. C'est là où j'attendais de la progression chez Derek Carr, et franchement, il me surprend. À la mi-temps, j'ai tout simplement noté peut-être la meilleure mi-temps en carrière de Derek Carr, et au final, c'est clairement son meilleur match. Elle est belle cette équipe des Raiders, elle est bien coachée, ça fait plaisir de voir Nelson Agholor se refaire une santé, se redorer un peu son blason de receveur chez les Raiders. Grosse équipe maintenant, est-ce qu'ils ont le niveau pour battre les Chiefs? Pas encore, mais en tout cas ils ont envoyé un gros message au reste de la ligue. Et puis les Chiefs, attention la défense, hein. Va falloir coacher tout ça. Ils ont les leaders, ça ressemble un peu à l'année dernière où ça a mis du temps à se mettre en place. Mais bon les gars, faut pas trop s'appuyer sur Pat Mahomes non plus, hein. Je vais pas trop m'attarder sur les Chiefs, on en a parlé dans un autre podcast. Le truc qui me dérange un peu, moi, c'est cette attaque donc très balancée, donc c'est génial. Ils ont trouvé un running back de grand talent, Clyde Edwards-Helaire, donc pris en dernier pick du premier round de la draft 2020. Donc ils sont beaucoup plus balancés qu'avant, beaucoup moins de passes, plus de runs, plus équilibrés, d'accord, très bien. Mais ça fait des drives qui sont plus longs, alors ça a l'avantage de reposer ta défense et de fatiguer celle qui joue en face de toi. Mais par contre, on ne retrouve plus ces Chiefs qui étaient capables de scorer en 1 minute 15 un touchdown simplement avec Pat Mahomes qui enchaîne 5 ou 6 passes. Et c'est ce qui s'est passé dans le dernier drive. J'ai vu le dernier drive. Bon, déjà, il restait 1 minute 40 sur l'horloge. Patrick Mahomes, qui a réellement pensé que Pat Mahomes allait pas remonter le terrain et scorer le touchdown de la gagne, franchement. Donc, il l'a fait, il est énorme. Il est clairement favori pour le titre de MVP avec Russell Wilson. Hein, ça va jouer à rien. Le mec joue à un niveau absolument monstrueux. Mais
Putain, de temps en temps, j'ai envie de dire à Andy Reid, mec, t'as Patrick Mahomes, qu'est-ce que tu t'en branles de balancer ton équipe, de t'obliger à run, ouais, parce que comme ça, ils nous attendront moins à la passe, machin. Mec, t'as Patrick Mahomes. Tu t'en bats les couilles que les mecs ils s'attendent à ce que tu lâches une passe. Tu t'en fous, lâche-la, il va la lâcher, Pat. Je veux dire, Patou, c'est une tight window, il la mettra dedans, hein, c'est bucket à chaque fois. Donc voilà, juste ce petit truc sur les Chiefs. Je pense que Pat Mahomes a montré sur le dernier drive que, bah voilà, quand faut prendre le match en main, je peux le faire. Ce serait con que leur playoff run se résume à Pat Mahomes qui les sauve sur le dernier drive. Et puis enfin la défaite des Buccaneers contre les Rams. Je dis défaite des Buccaneers contre les Rams, c'est un peu défaite de l'attaque des Buccaneers et victoire de la défense des Rams. Impressionnante. Aaron Donald qui mange des triple teams quoi. Le mec, il a 3 gars sur lui chaque week-end. Et ça passe quoi, ça passe, en l'occurrence pas de sac. Il libère évidemment des 1 contre 1 autour de lui, donc toutes les pass rushers des Rams se régalent. Goff a pas lâché son meilleur match, il y a une mauvaise interception récupérée par Jason Pierre-Paul. Il fait quand même, je trouve, un match beaucoup plus mature qu'avant. Il est excellent contre le Blitz, quasiment parfait d'ailleurs sur ce match. Je crois qu'il était un truc genre 9 sur 10 contre le Blitz. Magnifique. Il y a du talent au poste de receveur. Jared Goff prend en maturité, une grosse défense. Attention cette équipe des Rams. Encore une fois la phrase à la con, mais personne voudra aller jouer en playoff. Personne. Et puis les Buccaneers, je comprends pas, c'est un match sur deux. Attention les Chiefs, ça veut dire qu'ils vont être super vénères ce week-end. Tom Brady, waouh, très mauvais match. Très mauvais match de Tom Brady, ça fait tellement bizarre de dire ça, du GOAT quoi. C'est le fucking GOAT et là, il y a 2 très mauvaises interceptions, vraiment des mauvais lancers. Il est up and down cette saison. On sent que le mariage avec Bruce Arians n'a pas encore totalement pris en termes de synchronisation en attaque. La défense est là, il y a du talent, on s'inquiète pas outre mesure pour les Bucks. Ils ont fait une petite croix malheureusement sur la division qui a priori va filer chez les Saints. Qui a envie de bouffer du Tom Brady et avec son armada offensive en wildcard dans les playoffs, je pense pas grand monde. Voilà pour le petit récap, le petit melting pot de la semaine dernière, du week-end dernier. Je ferai ça plutôt la prochaine fois quand même, c'est un peu con, il y a déjà les matchs de Thanksgiving qui ont commencé. No spoiler là-dessus. Ça se trouve, Dallas est en train d'éclater Washington ou vice-versa. Est-ce que les Lions ont perdu ou gagné contre les Texans? Je pense que la question intéresse personne. Désolé. Non, évidemment que c'est intéressant, mais bon voilà, on va dire que c'est pas un match qui vaut son pesant de cacahuètas quoi. On se retrouve dès demain, petit podcast sur Justin Herbert, ça va s'astiquer secos sur l'ami Justin, franchement il vend beaucoup trop de rêves pour passer à côté d'un podcast. Allez, ciao les guys.